C'est bon? Oui. Bon, bonjour à tous. Je pense que vous êtes relativement nombreux et merci de participer à ce séminaire, à ce webinaire qui a pour but de vous présenter les nouveautés de la version 4 de Créo, qui est sortie le 15 mars et dont la première mouture de production vient de sortir aujourd'hui. Donc Yannick Charbuy, qui est ingénieur d'application chez nous, va vous présenter les nouveautés de Créo 4 tout à l'heure. Et moi, je vais commencer par vous dire deux mots d'Ovexia. Alors, je pense que vous connaissez tous Ovexia. Ovexia est la business unit PTC de KD6 Group. Donc, on est distributeur agréé. On revend les solutions de l'éditeur PTC, bien entendu. Toute la suite de solutions Créo et Windshield notamment. Donc, concernant KD6, je voulais vous apporter une précision. Je profite de votre présence pour vous dire que KD6 a changé de nom et est devenu Feelings depuis quelques jours, depuis le 1er avril. Donc, il va falloir vous habituer à cette nouvelle dénomination. Donc, on ne parle plus de KD6, mais bien de Feelings aujourd'hui. Et vous découvrez sur nos slides les nouvelles couleurs associées à la nouvelle société. Puisque Ovexia, business unit distributrice de PTC, a aussi hérité des nouvelles couleurs du groupe. Alors, qui sommes-nous? On a déroulé ici le cumul de nos expériences. Donc, évidemment, on s'attache à traiter tous les problèmes relatifs à la mise en place des solutions CAD, conception restée par ordinateur, bien sûr, de PLM, de gestion de cycle de vie de produits, mais aussi maintenant les solutions d'IoT, donc d'Internet des objets. Alors, c'est quoi l'Internet des objets? C'est la mise en réseau ou la connexion d'objets, et l'IoT commence à investir des domaines tels que la santé, l'agriculture, mais évidemment est très présente d'ores et déjà dans l'industrie, et notamment dans des pays tels que les États-Unis ou l'Allemagne. Nos expertises couvrent aussi le champ du SCM. Alors, SCM, c'est la gestion de cycle de vie produit appliqué aux services. Et puis, évidemment, on couvre aussi les champs jusqu'à l'ERP. Il y a d'ailleurs une entité au sein de Feelings maintenant, et non plus de KD6, vous l'avez bien compris, qui s'appelle AVA et qui a en charge la mise en place et le déploiement des solutions d'ERP. Alors, nous, on distribue donc des produits PTC, je vous en dis deux mots, donc la suite Créo, la suite Windshield. Nouveauté depuis quelques années maintenant, ça fait 2 ou 3 ans que le pôle Académie existe. Il est dédié à la dispense des formations aux produits PTC. Il est piloté par Nathalie Ball. Alors, elle prend en charge toutes vos demandes relatives aux formations et bien entendu rédige les conventions de formation, etc., qui sont attenantes à vos demandes. Donc, on implémente, on vient de le voir, les solutions bien sûr de PLM, d'IoT et de SLM. Alors, le PLM pour PTC, c'est Windshield. Naturellement, on a une équipe de consultants et d'ingénieurs qui sont à même de dispenser de la méthodologie au sein de vos sociétés, formation, consulting et services, je dirais, divers et variés sur ces solutions. Chose importante, on a une cellule R&D qui est basée à notre siège à Charbonnières-les-Bains et qui développe en propre des solutions notamment pour interconnecter les systèmes. Et je pense à un outil, par exemple, qui s'appelle Connexia, qui permet d'interconnecter les systèmes PLM et ERP. Outre ça, naturellement, ce sont des personnes qui sont à même aussi de customiser vos IHM Windshield, par exemple. Voilà. Et outre ça, naturellement, nous sommes éditeurs des solutions additives Créo et Windshield. On en a déjà dit deux mots. En termes de couverture de territoire, on essaye naturellement de couvrir le territoire français de manière la plus exhaustive possible. Donc, on a 5 agences en France, une agence en Suisse. Notre siège social est à Brignais, en région lyonnaise. Voilà. Et notre PDG, M. Ruffnac, est basé à Brignais, bien entendu, moi-même travaillant à l'agence de Courbevoie. Tu peux passer, Yannick, la slide suivante. C'est bon? Oui. Alors, naturellement, ce slide, il a vocation à quoi? À vous montrer, à vous démontrer notre présence sur la globalité des solutions de stockage, d'analyse de l'information digitalisée. Alors, évidemment, on a parlé tout à l'heure du CAD,
du PLM, du CRM, qui sont des solutions qui permettent naturellement de gérer la relation client, mais aussi sur le PIM, le PLM dédié au marketing, puisque le marketing aussi a pas mal de données, de fichiers à classer, à trier, à sécuriser. L'IoT, ben, effectivement, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, là c'est vraiment le pôle tout nouveau auquel s'intéressent de manière très forte naturellement les éditeurs et notamment PTC qui a pour votre information décidé d'investir il y a maintenant 2 ans 700 millions de dollars sur cette partie dédiée à la mise en place des solutions qui ont trait aux objets connectés. Bon, le RP, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure aussi, c'est partie naturellement des solutions sur lesquelles on est capable d'intervenir. Et puis, j'insisterai peut-être sur une brique qui est le BI, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on avait une cellule R&D en notre sein qui développait des solutions en propre, et notamment des solutions qui sont des outils d'aide à la décision et qui permettent finalement de recueillir et d'extraire facilement les informations utiles contenues au sein des différents services, enfin différents systèmes d'information de votre société. Voilà, et cette cellule R&D est pilotée par 2 ou 3 ingénieurs et est basée à Brignais. Voilà, c'est Thierry Brial qui en est le responsable. Évidemment, Guy Dreger, le responsable d'Ovexia aujourd'hui, qui en est le directeur, que vous connaissez peut-être les uns et les autres, demande de mettre l'accent sur 3-4 rubriques qui sont vraiment essentielles. Évidemment, on se repose sur des années d'expérience. Tous les membres d'Ovexia aujourd'hui ont au minimum 15 ans d'expérience sur la vente et la mise en œuvre des solutions de PTC. On a une forte connaissance de l'industrie et il est à noter d'ailleurs que parmi nos clients, on a des tout petits clients bien entendu, mais aussi des très grosses structures. Je pense à des gens comme Honeywell, comme Heurtay Petrochem et tous les grands horlogers suisses quasiment. Évidemment, on a une équipe R&D, je vous en ai parlé, donc ça c'est un de nos fers de lance au sein de la société Feeling, et plus particulièrement Ovexia aujourd'hui. Et on s'attache à avoir évidemment une exigence de résultats et de qualité, sachant que sur ce point, aujourd'hui, des études démontrent que 90% de nos clients sont satisfaits et on s'en réjouit bien sûr de nos interventions. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Moi, mon nom, c'est Monsieur Duval. Donc, tout à l'heure, ma collègue Sabrina vous donnera nos coordonnées de manière à ce qu'on puisse recueillir les questions et puis évidemment vous faire les offres et les réponses que vous êtes en droit d'attendre. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et je vous laisse en compagnie d'Yannick pour découvrir les nouveautés de Creo4. Voilà, bonne session à vous. Au revoir. Oui, bonjour, donc c'est Yannick Charbuy. Je suis heureux d'avoir autant de participants à cette webcast. Donc nous allons parler ensemble de Creo4, le nouveau produit de PTC. Alors, pour l'avoir bien manipulé, je peux vous dire qu'ils ont bien travaillé sur l'interface utilisateur et je vais vous montrer beaucoup de choses très sympathiques pour l'utilisation de tous les jours de Creo4. Voilà. Donc on va travailler ensemble et je vais vous montrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chapitres, d'accord? Que ce soit la conception de modélisation qui va être, vous savez que la conception, il y a 2 types, il y a le côté paramétrique et le côté surface libre. Donc je vais vous montrer le côté surface libre. Les améliorations au niveau de la modélisation de pièces. La modélisation au niveau des assemblages. Alors modélisation de pièces, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. La modélisation de pièces, on verra aussi les mises en plan. L'intégration des objets provenant d'autres softs et la consolidation, on verrait qu'il y a de belles améliorations autour de ces produits-là. La fabrication additive, qui est une fonctionnalité pour les imprimantes 3D, où on va avoir aussi bien au niveau pièces qu'au niveau de l'imprimante, c'est-à-dire de créer un ensemble de pièces pour pouvoir l'imprimer, faire la concaténation des pièces là pour pouvoir l'imprimer. Et on ira faire une présentation sur l'adaptation sur le modèle, donc vous en verrez 2. La première qui sera sous forme d'une vidéo un peu plus tard là, dans les slides, qui est une présentation de GDT, et une autre pour vous montrer que l'outil même conventionnel dans les mises en plan a énormément évolué et est très facile d'utilisation. Voilà.
Donc, dans Créo, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ajouté beaucoup de nouvelles fonctionnalités, d'accord. Je ne peux pas tout vous montrer en 1 heure parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, je me suis focalisé sur les principales en fonction de chaque atelier. Donc, on a, voici l'interface de Créo. Je vous la représenterai à nouveau, hein. Donc, tout de suite, lorsque l'on commence à travailler avec, on se rend compte qu'il y a un petit menu dès qu'on clique sur une fonction, une surface, un plan, une pièce, et ben on va avoir ce petit menu qui va interagir avec la pièce, l'élément que vous sélectionnez, c'est-à-dire on n'aura pas le même si on sélectionne sur une référence ou sur une pièce ou sur une fonction. D'accord. On va aussi avoir la possibilité de travailler en plein écran. Hein, je vous montrerai, c'est assez sympathique. Donc il y a aussi une partie qui concerne la réalité augmentée. Donc dans Créo paramétrique, comme on vous l'a présenté juste avant, on est capable maintenant de partager cette information et de la partager aussi bien vers le marketing que vers vos clients. D'accord. On va pouvoir fournir très rapidement un modèle 3D que l'on va pouvoir poser sur un bureau, comme ce que vous voyez, ou sur les slides suivants. Avoir une cible identifiable. Et à partir de cette cible identifiable, en fonction de la cible, on va pouvoir voir l'objet se mettre en place. Et tourner autour, bien entendu, c'est du 3D. Aussi bien sur un PC que sur une tablette. D'accord. On va pouvoir discuter ensemble, faire des revues de projet et faire des annotations autour de cette réalité augmentée. Aujourd'hui, lorsque vous concevez avec un modèle numérique, c'est ça, il y a cette information reste au bureau d'études. On va pouvoir, grâce à l'IoT, grâce à ces outils supplémentaires, récupérer de l'information, comme vous voyez sous forme de graphique, et puis mettre en place, vous verrez un tout petit peu plus tard, des capteurs qui vont pouvoir remonter et documenter et vous informer des choses à faire sur vos produits. Pas de questions, continue. Voilà, donc voilà exactement. Donc on va pouvoir créer des capteurs virtuels et en fonction de l'assemblage, mettre en évidence et pouvoir, là c'est une information par exemple sur un réglage, mais aussi bien sur des quantités, des volumes, etc. On va pouvoir lancer des simulations par ces capteurs et pouvoir retirer des informations. L'IoT et ThinkWorks va vous permettre de faire la fonction inverse, c'est-à-dire de récupérer ces informations d'objets connectés. Si vous avez des objets connectés, vous allez pouvoir remonter ces informations et, bien entendu, à travers la CAO, de pouvoir documenter toutes ces informations qui vous remontent. Comme j'ai parlé tout à l'heure, la conception 3D, où on verra en pratique tout à l'heure, par exemple ce maillage. Donc là, on est dans une pièce, on fait un maillage lattice. Vous verrez qu'il y a plein de possibilités dans le maillage lattice. Et on va pouvoir aussi bien faire du 2D que du 3D, des hexagones, etc., des polygones, sans souci, et pouvoir alléger nos pièces. Donc cette technologie est plutôt utilisée pour les impressions 3D, pour minimiser le volume de plastique que vous allez utiliser lors de la conception de vos pièces et de la fabrication. Donc voilà des exemples. Donc ça c'est une impression de 3D au fil. Donc on va pouvoir aussi bien concevoir la pièce, mais comme je vous l'ai dit, après en faire la concaténation, c'est-à-dire déclarer une imprimante, déclarer son volume dans lequel elle peut imprimer, et après faire la mise en place sur le plateau des différentes pièces que l'on veut imprimer et pouvoir en créer en une seule étape le STL pour pouvoir l'envoyer à l'imprimante.
Ça, je vous le montrerai, pas de souci. PTC a mis un gros focus aussi sur l'amélioration de la cotation. Donc vous allez le voir aussi bien dans le 3D que dans le 2D. La mise en place de la cotation, du tolérancement a été largement améliorée par rapport à tout ce que PTC pouvait vous proposer jusqu'à aujourd'hui. Et tout simplement, on va le voir. Donc PTC a utilisé un partenariat avec la société Sigmetrix qui leur a permis de mieux, comment dire, créer, et vous verrez les annotations autour de votre mise en plan. On va respecter les normes ASME et ISO. Vous allez voir qu'elles ont été bien complétées dans les modèles. Donc ici, une petite vidéo qui va vous présenter GDT Advisor. Donc c'est un outil qui permet de faire de la cotation intelligente. Voilà, donc ça, c'est la cotation où on vient créer et ajouter les informations directement sur les modèles. Vous voyez que l'interface est quand même bien, c'est très sympathique. Donc ici, c'était le standard et maintenant c'est GDT Advisor où alors on vient sélectionner une surface. Automatiquement, il reconnaît la surface et il vous propose les tolérances disponibles pour ce type de surface. On verra qu'ici, il y en a d'autres, vous voyez, perpendicularité. Et automatiquement, il voit qu'il y a perpendicularité, il vous propose A. Bien sûr, tout ceci est modifiable. Et il vous met la cote, il vous met le tolérancement. Là, ici, je vais peut-être faire un pause parce qu'il va un peu trop vite. Donc là, ici, par exemple, il a fait un focus parce qu'en réalité, il trouve que il a trouvé qu'en réalité, il y a une cote qui n'est pas bien tolérancée, donc il vous la met en défaut. Et dans la vidéo, on vous montre que tout simplement en changeant la valeur, en mettant l'intervalle de tolérance sur cette tolérance, sur cette cote, automatiquement, le 0 va disparaître. Voilà. Si j'arrive à la fin. Oui, d'accord. Et automatiquement, dès que vous tolérancez, la contrainte disparaît et elle est validée sur votre modèle. En vert, ici, apparaissent toutes les surfaces qui ont été tolérancées grâce aux outils de tolérancement. Donc, vous pouvez voir si vous avez oublié quelque chose très facilement. Voilà. Et j'arrive sur le dernier slide qu'on verra à la fin. Donc, je vais commencer par lancer Creo paramétrique. Donc, c'est bien la version M10, la première manufacturing qui est disponible sur le marché. Voilà. Je vais ouvrir un modèle. Un petit modèle réduit. D'accord. Donc, on va commencer par vous présenter un petit peu l'interface. Donc, quand on va sélectionner un objet, juste en cliquant dessus, vous allez voir automatiquement apparaître ce petit menu. Alors, j'ai cliqué avec le bouton gauche, pas le bouton droit, parce que si je clique avec le bouton droite, j'ai le menu contextuel aussi qui apparaît. D'accord? Donc, tous les objets, que ce soit des références, que ce soit des pièces, vont pouvoir apparaître directement et on va pouvoir activer ce modèle. Donc je vais commencer par faire, comme je vous l'avais dit dans la démarche, présenter le monde des surfaces libres. Et je vais vous montrer d'abord comment on fait pour importer. Je vais créer une nouvelle pièce. Donc dans les styles libres, aujourd'hui, il est tout à fait possible d'importer dans les formes. Donc on retrouve nos formes primaires et ici d'importer un maillage. Donc les maillages sont sous forme OBJ. C'est généré par d'autres logiciels. Et automatiquement, soit on utilise le maillage du modèle, soit le maillage
le forcer pour l'avoir en pouces ou en millimètres. Et il recrée automatiquement le maillage et le contrôle des surfaces. Donc, on va pouvoir, comme vous l'avez déjà vu sur modifier directement votre modèle, faire des symétries si vous avez besoin, changer si vous avez envie de changer, peut-être le faire plutôt de l'autre surface ici, changer si vous avez envie de changer une tangence entre deux éléments. Ouais, je suis en train de casser la tangence. De pouvoir supprimer des surfaces. Je vais mettre en vue comme ça, je sélectionne mes surfaces du bout. Non, pas tout ça. Merci. Et je les supprime. Il m'en manquait une. Je sais pas. Il manque laquelle? Voilà. Donc, grâce au nouveau menu ici, vous verrez qu'il a un peu changé. Ben, il est plus facile maintenant de sélectionner les objets. Et on voit, j'ai bien cassé ma tangence. Hein. Pas de souci. Ok, donc les objets OBJ, vous pouvez maintenant directement les importer et les modifier comme les autres objets en surface libre. Je vais vous montrer aussi une autre amélioration des surfaces libres qui est très intéressante. Je vais faire le petit logo qui est devant, qui se trouve devant mon hélicoptère. Donc je vais activer les surfaces libres. Ceci est une surface de révolution, d'accord, avec une fusion pour avoir une fin, parce qu'à la fin je vais le modifier, j'en fais un solide. Et je passe en surface libre. Donc la nouveauté qui est très intéressante dans Creo, c'est qu'aujourd'hui, on est tout à fait capable de créer une ou plusieurs modèles de départ. Donc je m'explique, je vais le prendre, je vais le déplacer un peu à droite. Je vais créer une autre forme. Je vais la descendre un petit peu. Troisième forme, je vais la tourner. Je vais déplacer ici. Donc, je vais changer son échelle, celle-ci. Ah, il n'a pas voulu. Voilà, pour voir à peu près. Et je vais ajouter une dernière forme qui est une petite sphère. Je vais aussi pouvoir changer son échelle. Et je vais, donc dans l'arbre ici, vous avez plusieurs formes libres et je vais pouvoir tout simplement sélectionner les formes avec CTRL et pouvoir les connecter. Automatiquement, la forme 3 devient le résultat. Donc il est très simple de pouvoir maintenant faire des pièces complexes et de les connecter. Hop, je n'ai pas pris la bonne. C'est celle-là. C'est celle-là et celle-là. Voilà, je connecte. Je vais prendre la surface du bas, je vais faire supprimer sur mon clavier. Je peux faire une symétrie, parce que vous voyez que ma pièce pour le moment n'est pas très symétrique. Par rapport à fond, je pense. Super. Raté. C'était pas fond. Ça doit être top. Je vois pas les plans, donc j'affiche les plans. C'était right. Une symétrie par rapport à right. Voilà. C'est un peu plus facile. Et maintenant, il est tout à fait possible de venir tout simplement faire le petit logo, déplacer les objets. Et de pouvoir connecter l'objet à votre 3D. Donc, je vais sélectionner les objets et je vais lui demander de les rendre de nouveau indépendants. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir maintenant connecter cette géométrie
sur aligné en tangence. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je viens à modifier ma géométrie ici? Je modifie ma révolution. 8 passe à 9 par exemple. Et bien automatiquement on voit que la géométrie la géométrie se met à jour. Je retourne mon modèle, j'ai décidé quand même d'en faire un solide. Et voilà. Et j'ai un solide de mon modèle. Je retourne dans mon assemblage. Et on voit bien que mon modèle solide s'est mis à jour. Je vais enlever les plans. Je vais en profiter, je vais ouvrir la pièce et je vais vous montrer un petit peu aussi les améliorations qu'il y a. Donc, premièrement, on va avoir une amélioration au niveau des raccourcis clavier. Fichier options, raccourcis clavier. On va avoir plein de fonctions et avec des raccourcis que vous connaissez, CTRL A, etc., F10, F1, et on va pouvoir très facilement ajouter un raccourci supplémentaire, bien entendu un qui n'est pas utilisé, pour pouvoir faire un raccourci et directement faire une commande de vos menus. On va pouvoir personnaliser, je prends une copie ici, personnaliser. Alors si j'appuie sur le bouton de gauche, je n'ai que le menu du haut, si j'appuie sur le bouton de droite, j'ai les deux menus. Je vais pouvoir personnaliser ce menu, le menu court et le menu interactif, fichier, options. Donc on a le menu d'accès rapide, donc le menu court, et le menu de raccourci, vous voyez, où on va pouvoir le modifier. Ce n'est pas tout. Pourquoi? Quand on va rentrer dans une esquisse, on va pouvoir faire des esquisses sur votre modèle. D'accord? Mais on va aussi pouvoir avoir accès à ces menus. Et on va pouvoir directement personnaliser cette barre d'outils d'esquisse ici pour lui dire, par exemple, ici, moi, ce que je veux, c'est avoir la fonction rectangle centrale, qui est quelque chose qui est très facile. Vous voyez, il suffit juste de le prendre et de le rajouter, de rechercher les informations. Et en haut, j'ai encore deux lignes où je peux ajouter des icônes. Si je fais maintenant, j'ai le rectangle central qui est disponible sur ma session. D'accord? Donc on va pouvoir personnaliser la barre du haut et personnaliser la barre du bas, quel que soit le menu dans lequel on est. Si je suis ici, je fais bouton droit, je peux personnaliser la création de fonctions. Donc quand je suis sur une esquisse, quand je suis sur une fonction, quand je suis sur un assemblage, eh ben, je vais pouvoir personnaliser en fonction de ce que je sélectionne mes menus pour aller au plus vite et au plus rapide par rapport à ce que vous avez besoin. Ok. On a aussi une nouveauté, c'est sur la mise en place des matières. Donc vous pouvez toujours faire fichier, préparer propriété du modèle, ajouter de matière, ou alors vous pouvez maintenant directement passer par modifier les matières, et PTC met à votre disposition une bibliothèque de matériaux déjà prédéfinie et pré-remplie. C'est bien les valeurs thermiques, voire même des standards de matériaux. Donc ça, c'est plutôt des élastomères, des composites, donc des éléments pour l'impression, les plastiques, d'accord, voire même du bois.
automatiquement, quand vous allez ajouter un matériau ou plusieurs matériaux dans votre modèle, je vais prendre, vous allez les voir apparaître directement dans votre arbre et vous allez pouvoir les activer, les attribuer sans avoir besoin de vous déplacer dans les différents menus. Je vais par exemple sélectionner un objet, la petite loupe, je me recentre sur l'objet que j'ai sélectionné. Je sélectionne un objet, la petite loupe. D'accord? Donc c'est très intéressant. On va aussi pouvoir sélectionner un objet et rechercher dans l'arbre modèle le parent. D'accord? Pour pouvoir l'ouvrir, par exemple. Voilà. Je vais créer un plan passant par CTRL ceci là. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si je crée un plan et je sélectionne deux plans parallèles, automatiquement Créo vous propose le plan milieu. Donc il y a plein de cas d'utilisation où, bon, je ne vais pas créer un plan milieu entre ça et ça, puisqu'il existe déjà Cellwrite. Il y a plein de cas où on veut chercher le plan milieu. Bien entendu, si je modifie la hauteur, ben, ce plan milieu va se trouver toujours à mi-distance entre les deux plans. Et si je veux, je peux maintenant l'utiliser pour positionner une pièce. Je vais ouvrir un sous-assemblage. Non, c'est celui qui m'intéresse. J'ai commencé par créer une pièce qui s'appelle FrameBuild. Non, pas FrameAxe. Voilà. Je vais l'ouvrir. Il n'y a pas grand-chose à part un axe à l'intérieur. Je vais vous montrer aussi des nouveautés. Donc, je vais créer une extrusion sur le plan front. Je vais faire un cercle de diamètre 10. Voilà, je valide. Alors, on va pouvoir, comme on le faisait avant, avoir le bouton droit symétrique. On va aussi pouvoir dire sur le côté 2, je veux pouvoir allonger et bien entendu, ici avoir, si je veux mettre une symétrie. D'accord? Donc déjà, première amélioration, on n'est plus obligé de nous balader dans les menus, il y a beaucoup de choses qui sont dans le menu droite. Je vais continuer à créer une extrusion, toujours pareil, sur le plan qui est ici, et je vais créer un autre cercle de diamètre 8. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais mettre en filaire. Je vais passer à un diamètre 8. Je vais valider. Et ma volonté est que cette fonction, qui n'est pas une découpe, qui sera vraiment un solide, que cette fonction dépasse de ma face de 3 mm. Donc si, lorsque vous vous déplacez, vous appuyez sur majuscule, vous pouvez directement accrocher votre extrusion à votre surface. Et vous avez ici la possibilité de lui dire que vous voulez décaler par rapport à cette surface et vous décalez de 3 mm. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc bouton droite, côté 2. Je vais déplacer la majuscule pour aller jusqu'à cet endroit-là et je vais me déplacer de 3 mm. Cette extrusion, maintenant, elle a un avantage, c'est que si je viens modifier
cette extrusion-là, l'autre extrusion dépassera toujours de chaque côté de 3 mm. Je vais faire une analyse pour mesurer la distance entre là et là. Alors si j'avais conçu dans le 3D, bien entendu, 34 mm, bien entendu, que si je réédite la fonction dans le 3D, je peux m'accrocher directement sur la surface. Ou alors, toujours pareil, en éditant la définition et en s'accrochant à la surface et en faisant majuscule. Ou alors, je viens tout simplement éditer la fonction. C'est l'autre. Voilà. Pour le placement, j'appuie chez Axe. Sur figé. Donc voilà des petites choses bien sympathiques. Alors je vais continuer puisqu'il n'y a pas que ça. Je vais fermer cette fenêtre. Fermer cette fenêtre. Et dans les améliorations, je vais ouvrir la petite pièce bleue. Ouvrir. Pas besoin de menu contextuel. Je vais par exemple dépouiller cette face-là. Donc je vais créer une dépouille. Je prends cette surface ici comme surface de dépouille. Plutôt prendre les surfaces de tension. La charnière, c'est la surface du haut. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de souci. On retrouve nos éléments. Je veux réafficher l'esquisse. N'oubliez pas qu'avant, pour réafficher l'esquisse, il fallait sortir de la fonction et rentrer en fonction. Là, il n'y a plus besoin. Et ici, je vais choisir comme direction cette ligne. On a maintenant dans les options la possibilité de demander de dépouiller que le rajout de matière et pas l'enlèvement de matière. Et d'avoir la pièce qui nous intéresse dépouillée proprement. J'en profite et j'écris une coupe. J'ai choisi le plan qu'il ne fallait pas. Une coupe par X. Voilà. Je vais prendre plutôt 7, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Je valide. Cette section, je l'appelle. Je vais la renommer en oh, je n'ai pas besoin. Je vais la renommer en A. Et je vais afficher le hachurage. Quand on édite le hachurage, PTC respecte les normes et a augmenté le nombre de hachurages différents, voire même en mettant des hachurages comme le titanium, ou même des hachurages comme le bois. Je vais faire un peu plus petit pour vous rendre compte. Même, on va pouvoir avoir des hachurages différents que la norme, que thermoplastique, porcelaine, etc.
J'ai laissé le wood, c'est sympathique. Je vois une mise en plan maintenant. Une mise en plan d'éléments qui ont déjà été mis en plan. On voit que les objets sont pas très bien disposés. Bouton droite, redisposer les cotes. On a le petit tableau qui apparaît. On fait appliquer, fermer. Ça fonctionne. Redisposer les cotes, appliquer, fermer. Donc, quand on crée une cote, je vais vous la mettre ici. On a maintenant un menu code qui apparaît là-haut où on va pouvoir lui dire si on veut lui mettre ou pas une tolérance, plus limite, plus ou moins 0,1, plus ou moins 0,2, d'accord. Si on veut changer la valeur, bon ça c'est une cote importée donc il n'y a pas de souci, la valeur va être modifiée. Je vais pouvoir ajouter dans les annotations des tolérances sur la cote, où je vais pouvoir 0,2 dire que je veux une planéité, un parallélisme. Je vais pouvoir ajouter, là j'ai pas besoin, je vais valider. Je vais pouvoir ajouter directement, il est ici, sur la cote. Non, je fais une bêtise. Hop. Sur la cote ou alors sur H, donc là j'ai mis sur la note. Je vais refaire une autre pour la mettre. Voilà. Et automatiquement, il incrémente A, B. Et si on met maintenant des tolérances, on veut que ceci ait un parallélisme, par exemple, par rapport à A. Vous voyez, c'est assez simple à utiliser. On est vraiment, si on veut mettre une localisation, par exemple, je vais mettre une tolérance de localisation par rapport, et il faut que je mette un symbole diamètre devant. Ah, c'est un peu petit. Ça doit être à cause de la définition. Il est là. Par rapport à du 0,2. Donc ça, c'est le tolérancement, c'est pas GDT, hein. Ça c'est le tolérancement standard qui était amélioré. Alors je vais faire une bêtise pour voir s'il vient me... Je vais mettre ici un parallélisme, par exemple. Et si ici je viens rajouter le symbole diamètre, normalement il doit venir me... Voilà. Il vient me dire que le symbole diamètre n'est pas relatif à la norme, à la caractéristique géométrique que je suis en train d'installer.
Donc il y a quand même maintenant un outil qui va vous permettre de vérifier ce que vous faites et de contrôle de qualité. Bon, bien sûr, on peut valider, hein, c'est souligné, mais sinon il faut les enlever. Voilà. Et là, il n'y a plus d'erreur. On a aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, pas en assemblage, ici on a encore le feu, mais quand on sera en pièces, vous avez vu, le petit feu a disparu. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. Dans une mise en plan, on va pouvoir ajouter une image. Alors, jusqu'à présent, lorsque vous ajoutez des images à une mise en plan, c'est des objets OLE avec des liens. Aujourd'hui, vous verrez que c'est beaucoup plus simple. On va importer une image, alors la rechercher, par exemple, dans le répertoire de travail, puisque c'est là que j'en ai posé une, la première. Cette image, elle arrive, elle est directement positionnée, et si je veux, je peux venir contrôler, ajuster sa longueur, donc horizontalement ou verticalement. Donc si je dis, par exemple, que de là, ici, à ici, j'ai 80 mm, il va ajuster la taille de votre image par rapport à l'échelle de votre plan. On va pouvoir ajouter d'autres images, donc là il y en a une, les cacher, ne pas les cacher, et cet outil-là, vous l'avez bien entendu, si vous l'avez en Creo 3, vous le retrouvez exactement le même dans le mode pièce. Et vous avez une mise en plan qui est totalement complète. Voilà. On va parler des assemblages. Donc je vais ouvrir un assemblage qui s'appelle AFT Assembly. Dans AFT Assembly, on va pouvoir créer des miroirs. Donc ce que je vais faire, c'est que je sais que c'est pas vraiment le cas pour un hélicoptère, mais le rotor, ici, le rotor de queue, je vais le dupliquer par symétrie. Donc on a un nouvel outil de duplication, pas de duplication, de symétrie. Je vais cliquer sur symétrie, composant symétrique. Je vais lui donner je vais sélectionner les plans de symétrie. Je crois que c'est right, je ne me rappelle bien. Non, c'est pas right, c'est front. Je vais ici lui donner un nouveau nom. Donc c'est le rotor droit. Et je vais effectuer une analyse de la symétrie. Si je fais l'aperçu, vous voyez le rotor qui apparaît. Je vais aller dans les avancées et automatiquement, Creo va regarder et va vous dire, voilà ce que je peux dupliquer et ce que je vais réutiliser. Bien entendu, vous avez toujours la main sur le dupliquer ou le réutiliser. D'accord? Malgré ça, c'est un peu compliqué de voir tout ce qui est dupliqué, tout ce qui est réutilisé, parce que c'est pas très parlant. Mais vous avez ici la possibilité de dire, je veux voir les géométries symétrisées et les symétries des objets réutilisés. D'accord? Là, dans les objets réutilisés, il n'y a que ces objets-là. Et si je fais OK, automatiquement, il va me créer mon assemblage avec mes éléments réutilisés ou dupliqués. Donc là aussi, on a un gain de temps qui est très très appréciable. On a dans le module soudure, tapez frame, FRA, c'est le frame B. Application soudure. On va pouvoir maintenant créer des soudures. Donc ça, et sur la deuxième surface ici. Donc on avait l'habitude de faire ça. Les soudures étaient surfaciques et aujourd'hui, dans Options, on est capable de dire que la soudure est solide.
Ça veut dire que si vous utilisez le module soudure, vous allez maintenant avoir la possibilité dans les mises en plan d'avoir vraiment la représentation d'une soudure. 3. Je vais faire sa petite sœur. Ah non, c'était juste. Je vais être Je valide, et bien entendu, j'ai la note qui apparaît tout de suite avec la soudure normalisée. Bien entendu, vous pouvez toujours venir modifier la note pour la rendre un peu plus 62,8, c'est beaucoup. Ça des pouces. Pour les utilisateurs de modèle chèque, PTC a amélioré son interface option apparence du modèle, lancer environnement, modèle chèque. Donc aujourd'hui, on va retrouver les commandes, on va pouvoir les activer très facilement en cliquant ou en sectionnant ou en ne sélectionnant pas la fonction. On va avoir directement dans les menus, non, je vais pas enregistrer, dans les menus ici, l'explication de chaque commande en français. D'accord, donc modèle chèque est un outil de contrôle qualitatif de vos objets qui permet et de les contrôler et de faire certaines corrections. En fonction de votre travail, il va pouvoir interagir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous faites vos modifications ou que vous créez vos fonctions dans vos pièces, automatiquement, modèle chèque va vous remonter l'information, vous dire si vous travaillez bien ou pas bien, voire même vous faire des propositions, vous dire par exemple, vous avez créé un plan qui ne s'appelle pas ASM Right, mais qui est en première position, et il va proposer de le renommer dans son bon nom, par exemple. Donc l'interface ici est très intéressante et bien entendu, on va avoir dans le bouton droite la possibilité d'ajouter des lignes, de changer des valeurs de paramètres. D'accord? Donc on a un menu qui est un peu plus parlant et un peu plus facile à utiliser. Surtout. Je pense que les nombreux utilisateurs de modèle chèque vont être heureux. Pas de souci. Je vais rouvrir mon hélicoptère pour vous parler du module de l'impression 3D. Donc ici, dans le modèle, on a la possibilité donc déjà de faire une petite analyse Yannick, analyse de propriétés massiques, pour voir qu'on a une masse volumique de 6,22. Ok. Je vais très facilement. Alors, j'ai fait une pièce qui n'est pas plane. Hein. Elle est composée ici de deux droites, et puis entre les deux, c'est une spline, la découpe. Je vais éditer la fonction. C'est quoi ça, CTRL-G? C'est pas ça. Je vais ici créer une découpe, c'est plus simple. Voilà. Enlèvons la matière. Et de préférence symétrique. Voilà. Et je vais utiliser les fonctions lattice pour remplir votre pièce. Donc, elle se situe dans ingénierie, un treillis. Je sélectionne les surfaces intérieures de ma forme et je sélectionne les limites pour ne pas qu'ils sortent. Je vais pouvoir ici demander à ce que l'échelle, je la diminue parce que ça fait un peu beaucoup, 0,4. Bien entendu, vous avez la main sur toutes les valeurs que vous avez, soit directement dans le 3D, soit dans les cases qui sont ici.
On va pouvoir lui demander de faire un carré, un hexagonal, etc. De réorienter différemment l'hexagonal en fonction de ce que vous voulez. En Z, c'était très bien. On va pouvoir lui demander aussi de dire que ce que je veux, c'est contrôler où se situe la première forme. Donc j'avais un petit repère, donc je l'ai mis sur un petit repère. Et automatiquement, là, il est faux. Et je peux le valider pour voir les fonctions lattices se créer. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des petits bouts qui dépassent. Donc ils ne servent pas à grand chose. On va éditer la définition. Et on va enlever les poutres bancales, c'est-à-dire les poutres qui ne servent à rien, c'est-à-dire les petits bouts qui sortent. D'accord? On va pouvoir aussi changer le tri. Donc le tri ici, comme je l'ai montré, dans le tri, on avait du tri hexagonal, carré, octogonal, etc. On va aussi avoir du 2D,5. On va avoir de l'octagone, hexagone, carré, triangulaire, un hexagonal. Je vais changer sa taille. On va mettre la moitié de ça déjà, et on verra ce qu'il va donner. Ah, ça me va très bien. Ça me va très très bien. J'ai mis en place un nid d'abeilles. Vous avez vu en très très peu de temps. Une fois qu'on a créé, alors juste pour information, lorsque vous mettez un tri en place, vous avez ici de mettre la géométrie ou la simplifier. La simplifier, c'est quoi? Il va vous créer des lignes au lieu de vous créer, il va vous créer un maillage qui est plutôt filaire plutôt que solide. Lorsque vous allez utiliser Creo Simulate comprend ça très très bien et du coup ça le permet de faciliter le calcul. Vous allez avoir un calcul qui va plutôt s'orienter sur des fils plutôt que sur des modèles 3D. Donc le maillage est beaucoup plus rapide. Je laisse finir. Une fois qu'on a créé nos pièces, on va pouvoir les imprimer. Donc on va imprimer et on a directement l'impression 3D qui est disponible. On va pouvoir ici sur la gauche choisir une imprimante. Donc là, j'en ai que deux, hein, j'ai la générique et une lame, mais on peut, dans une liste d'imprimantes, venir ajouter ou créer même ses propres imprimantes. Donc c'est la taille du plateau, la qualité du fil, etc. On va pouvoir lui demander de repositionner automatiquement dans le bac la pièce et on va pouvoir la répéter. Alors là, il y en a beaucoup, encore que on va laisser faire. Tiens. Je vais lui demander de repositionner, parce que là, mes géométries se chevauchent. Vous voyez qu'automatiquement, pour pouvoir les imprimer, il va minimiser, pour ne pas avoir trop de déplacement de la tête, les objets. Si vous voulez, vous pouvez assembler un autre objet, c'est-à-dire aller rechercher un autre objet dans votre bibliothèque pour pouvoir le créer. Une fois que vous avez ajouté vos objets et que vous les avez aussi dupliqués et que vous avez optimisé, vous allez pouvoir faire une validation des paramètres. Alors ça prend un peu de temps. Donc là, il est en erreur déjà parce que j'ai rien sélectionné. Ouais, j'aurais dû le faire avant. Dès qu'il calcule, je vais le faire quand il n'y en avait qu'une, on aurait mieux vu. Et donc en réalité, il va vérifier que entre les spécifications de votre imprimante et votre modèle, eh ben, vous n'êtes pas, par exemple, dans une épaisseur minimale de paroi plus fine que ce que le fil peut vous construire si c'est au fil, par exemple. Voilà. Et là, il me dit que tout est OK, il n'y a pas de souci. Impression 3D, on va pouvoir lui demander de créer
la matière de support, c'est-à-dire les éléments, les fils qui va lui permettre de maintenir les objets sans qu'ils se touchent. D'accord? Pouvoir faire une coupe pour contrôler tout ça, pour voir que si jamais vous n'avez pas d'interférence entre vos fils et vos pièces. Et une fois qu'on a fait ça, avant de facettiser, on va commencer à définir, suivant différentes règles. Donc on a ici la hauteur de corde et on a les différentes valeurs. On va pouvoir définir au minimum, au maximum, la qualité de votre maillage. Donc on va pouvoir contrôler le maillage de sortie, le fichier STL. OK. Je ferme. Et pour créer le fichier STL, il suffit juste de faire fichier enregistrer sous, enregistrer une copie, et ici d'aller chercher STL. Voilà. Et le STL est créé et on va pouvoir envoyer à l'imprimante 3D. Elle n'aura plus besoin de s'occuper de refaire à elle-même la concaténation. L'avantage de cette solution, c'est que si vous avez des modifs, vous n'avez pas besoin de tout vous repalucher, puisqu'en réalité, tous les modèles sont déjà dans votre bac, et puis automatiquement, les modifications seront mises à jour. Pour terminer, je voulais vous parler de l'utilisation, je vais l'ouvrir, de l'utilisation des pièces provenant, le module UDIT, de pièces provenant d'autres logiciels. Donc je vais assembler dans ma pièce ici, Creo 3 est déjà capable de le faire, une pièce en CATIA, un petit plus bas, part. Ah, je suis allé trop bas. 4 part. Donc c'est une pièce de tôlerie, assemblée par défaut. Et on voit bien que dans l'arbre ici, cette pièce CATIA est un apport avec mes plans et le volume. Si j'active cette pièce, elle est en mode pièce. Je vais basculer en mode tôlerie. OK. Et je vais l'ouvrir. Ah, il ne l'a pas fait. Opération, convertir en tôlerie. Voilà. Il l'a quand même fait. Donc par rapport à l'import de CATIA, maintenant, c'est toujours une pièce CATIA, mais je suis en mode de tôlerie. Dans modélisation flexible, ici, vous allez avoir un nouvel atelier qui vous permet de manipuler les tôles de votre importé d'autres logiciels. Par exemple, je vais pouvoir modifier un pli. Je vais juste faire comme ça. Et du coup, je vais pouvoir changer l'angle de ce pli. Je vais pouvoir décaler ici, en plus ou en moins, avec une valeur 2, modifier la pièce. Je vais pouvoir sélectionner. Attends, il faut que je mette juste en vue de. Non, c'est top. Top. Je sélectionne mon emboutissage et je l'enlève. Je sélectionne mon emboutissage. Je valide. Et je l'enlève. Je vais sélectionner ici des arêtes. Ah. Et je vais pouvoir modifier et créer automatiquement. Je vais faire de l'autre côté avec le zoom, ça va être plus sympa. Il n'a pas tout pris. Voilà, comme ça fonctionnera mieux.
un oblong, un rectangle, sans avoir besoin de tout reconcevoir votre pièce. Et vous êtes bien entendu tout à fait possible, en mode pièce, de pouvoir ajouter un emboutissage. J'inverse. Je mets un arrondi en haut, un arrondi en bas, et j'ajoute une petite dépouille de 5 degrés. Et je valide. Donc vous voyez que la manipulation des pièces de tôlerie maintenant est très facile parce que la modélisation flexible est maintenant complètement intégrée dans le mode tôlerie. Voilà, j'ai fini avec ces présentations. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Je pense que vous pouvez utiliser la chat. Et alors Yannick, il y a eu une question tout à l'heure concernant ces nouveautés Créo, à savoir quelles étaient les nouveautés qui nécessitaient l'achat d'un module optionnel. Alors, ça va vraiment dépendre de vos licences. C'est-à-dire, si vous achetez une licence, il y a des modules qui sont dedans. Si vous avez de vieilles licences, c'est vraiment au cas par cas. C'est sûr que le module lattice et l'impression 3D, c'est une licence à part. La modélisation flexible, ça va dépendre de votre licence, du type de licence que vous avez avant. Il faudra regarder au cas par cas. Qu'est-ce qu'il y a avec d'autres? Le GDT, ça c'est à vérifier. Ça va être pareil comme la modélisation flexible. D'accord. Tout le reste, tout ce qui était cotation, c'était, je dirais, en standard. D'accord. Il y a également une question sur les menus, enfin la personnalisation la possibilité de personnaliser les menus. Oui. On l'a un petit peu abordé. Ouais. Voilà. Et une autre question sur la mise en plan. Est-ce que la boîte pour afficher les cotes a été revue? Non, c'est la même. Dans la mise en plan. Quand on est en dessin, quand on ouvre la mise en plan, annulé. Quand on ouvre la mise en plan et qu'on vient afficher les annotations, c'est celle-ci, je pense. Dites-moi oui, c'est celle-ci, je pense. On vient afficher une fonction et les cotes, c'est la même boîte de dialogue. Elle n'a pas évolué. Par contre, tout ce qui est, vous avez vu que maintenant tout ce qui est référence, même est automatiquement pas censé, et on va pouvoir ajouter un coude sans le coude. C'est bien plus facile à utiliser que ça l'était auparavant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors bien entendu, j'ai montré ce qui pour moi était le plus important. Il y a d'autres améliorations et il y en a d'autres qui sont à venir. Alors par exemple, il y a un nouvel outil qui apparaîtra en M30 normalement, donc il faudra attendre, qui permet de faire du découpage hélicoïdal avec un outil. Alors vous savez bien qu'on connaît tous la fonction balayage hélicoïdal, mais la balayage hélicoïdal, c'est un profil qui suit une trajectoire, alors que notre outil n'est pas un profil. On peut avoir un outil plongeant comme un outil, une fraise 3 tailles, et elle coupe aussi bien par la fraise 3 tailles par l'avant que par l'arrière. Et ben, ces outils-là apparaîtront qu'en M30,
Mais dans quel module, je ne sais pas encore. Je pense que c'est un module manufacturing. Mais ça, par contre, c'est à vérifier. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, je ne les ai pas vus apparaître dans la chat. Hein. Non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je vous informe simplement qu'il y aura d'autres événements de ce type qui seront organisés dans les semaines qui viennent. Yannick, je ne sais pas si tu peux nous remontrer la slide PowerPoint sur les temps forts qui arrivent là le mois prochain. Nous aurons effectivement un webinaire du même type qui portera cette fois sur Windshield 11 et les nouveautés. On vous communiquera la date dès qu'elle sera calée. Et on organisera également un événement, certainement courant juin, sur un format journée rencontre avec des ateliers où on pourra échanger sur différents sujets. Donc si vous voulez nous suivre et avoir l'information sur toutes ces actualités, vous pouvez vous connecter sur notre site www.ovexia.com et nous retrouver également sur les réseaux sociaux, bien sûr, LinkedIn, Twitter et notre chaîne YouTube où nous posterons cette démo. Donc vous pourrez y avoir accès librement si vous le souhaitez. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres remarques?